Plongeons-nous maintenant dans l'univers des écrivains voyageurs comme Jack London, dont la correspondance sort actuellement en librairie. Chantre de l'aventure sur terre comme sur mer, grand découvreur de la nature et des terres lointaines, comme Kipling, Conrad ou Kessel, London a inspiré de très nombreux auteurs et nous avons voulu savoir ce qu'il restait aujourd'hui de cette littérature du voyage en rencontrant quelques-uns de ses éminents représentants et notamment l'aventurier du monde moderne, Sylvain Tesson. Sabrine Kasbaoui. Aujourd'hui, 30 mai 1948, nous franchissons le cercle polaire. Le cercle polaire avec Paul-Émile Victor, la nature sauvage et les grands espaces avec Jack London, ou les faubourgs afghans avec Joseph Kessel, tous ces périples font désormais partie de la grande littérature de voyage et d'aventure. Alors pourquoi ces baroudeurs aux belles plumes continuent-ils de nous fasciner? Premièrement, c'est ce mot, l'aventure. Ensuite, le côté mystère. Ensuite, un peuple qu'on ne connaît pas. D'avoir une tolérance de la découverte. Kessel était fasciné par tous les peuples possibles. Donc il n'y a rien de plus beau de le vivre et après de le raconter. Le metteur en scène Éric Bouvron vient d'adapter au théâtre l'œuvre phare de Joseph Kessel, Les Cavaliers. Cours, Géol, cours! Nous sommes les plus rapides, nous sommes les plus forts. Les autres jouent pour jouer, moi c'est pour gagner. Les biographies du grand reporter et de l'ethnologue Paul-Émile Victor viennent d'être publiées, tandis qu'un recueil des lettres de Jack London est édité aux Belles Lettres. Alors de quelle tradition du récit de voyage sont-ils tous trois les héritiers? Qu'est-ce qu'un écrivain voyageur? Petite odyssée dans le temps depuis Jack London jusqu'à notre aventurier moderne, Sylvain Tesson. La tradition du récit de voyage, elle est extrêmement ancienne, puisqu'on peut la faire remonter, si on veut, jusqu'à l'Odyssée d'Ulysse. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, quand on partait en voyage, c'était pour rendre compte du monde. C'était les voyages des encyclopédistes. Alors on était un savant et on expliquait les choses pour essayer d'augmenter un peu la compréhension de l'humanité ou de ses pairs. Il se passe quelque chose d'original au tournant des XVIIIe et XIXe siècles quand des écrivains se mêlent de produire des récits de voyage. C'est-à-dire que l'intérêt du récit n'est plus rapporté seulement à l'intérêt du voyage, mais aussi à la façon dont ce voyage est raconté. On va dire ce que l'on pense et on va dire ce que la nature et le monde impriment sur sa propre psyché. Au XIXe siècle, la révolution des transports rapetisse le monde et réduit l'inconnu comme une peau de chagrin. C'est précisément là que l'aventure va prendre toute sa dimension. On commence à se poser la question de savoir comment l'aventure est possible, précisément à partir du moment où on considère que l'aventure a disparu des conditions quotidiennes de l'existence. Entre 1903 et 1906, Jack London se sert de son expérience dans le Grand Nord canadien pour écrire deux de ses œuvres phares, L'Appel de la forêt et Cro-Blanc. Il n'a jamais fait œuvre d'explorateur, lui. Il ne faisait finalement qu'aller dans des endroits qui étaient difficiles d'accès, où il allait découvrir des nouvelles, finalement, formes d'organisation sociale, comme par exemple la ruée vers l'or. Mais il n'y avait pas un travail d'explorateur chez lui. En 1934, à 27 ans, Paul-Émile Victor s'embarque avec le commandant Charcot vers l'Arctique à la rencontre des Esquimaux inuits. C'est son premier contact avec le cercle polaire dont il tirera ensuite des dizaines d'ouvrages. Il rêvait beaucoup plus de Polynésie et des Maoris et puis de l'Arctique. Et il se trouve que quand il a intégré le musée d'ethnographie du Trocadéro pour faire ses études d'ethnologie, futur musée de l'homme, eh bien, en Polynésie, il y avait déjà plein d'ethnologues, plein d'anthropologues. Évidemment, il fait beau, il n'y a pas de problème. Par contre, les taches blanches, celles du Nord ou celles du Sud, eh ben, il n'y avait pas grand monde. Il est à la fois l'héritier de cette grande tradition du voyage scientifique, mais il est aussi l'héritier de cette tradition littéraire du récit d'aventure qui est devenu un phénomène médiatique à partir de la fin du XIXe siècle. Tout comme Paul-Émile Victor, Joseph Kessel va se taillir une légende. À l'aube des années 30, son grand reportage dans la corne de l'Afrique va défrayer la chronique. Kessel, c'est dans les années 20, le grand renouvellement du récit d'aventure par le reportage. Pour des raisons qui sont notamment des raisons d'ordre économique. C'est le premier moment de la crise de la presse en France. Et pour les patrons de presse, le reportage signé d'une star est un moyen d'assurer des chiffres de vente importants. Mais Joseph Kessel, c'est surtout une plume. Celui qui finira par rentrer à l'Académie française trouve dans ses reportages la matière de ses romans. C'est formidable parce qu'il raconte avec une très grande économie de mots ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous faire 15 paragraphes pour raconter l'escalade d'un col en camion, dans des conditions terribles, etc. Il va en faire un paragraphe, mais d'une densité
extraordinaire. Et on y est. Aujourd'hui, le voyage ne cesse de se renouveler. Sylvain Tesson a fait plusieurs fois le tour du monde dont il a ramené de nombreux récits. Mais il s'est aussi confronté à un autre type de périple, l'ermitage. C'est-à-dire que moi j'aime bien les expériences radicalement opposées. Alors j'avais fait celle de la dévoration de l'espace, en cumulant les kilomètres. Et là j'avais très envie de connaître la sédentarité. Mais c'était véritablement une expérience de laboratoire intérieur. Si le voyage est désormais une expérience intérieure, c'est aussi devenu un phénomène éditorial. Avec sa collection Démarche, la maison d'édition Paulsen invite elle-même des écrivains, comme ici le franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy, à vivre une aventure.